Bonjour à tous et merci aussi Antoine de nous avoir invités à cet après-midi d'études sur des thématiques qui nous intéressent beaucoup, Édouard et moi. Alors on nous a demandé d'intervenir ensemble, ce qui fait sens, mais en même temps on a mis un peu du temps à trouver nos approches communes puisque, pour résumer en quelques mots, moi j'ai fait une thèse en patrimoine culturel, plutôt des monuments, des sites, des œuvres d'art, etc. Et Édouard a fait sa thèse sur le droit à l'oubli de manière très large, dans le domaine des technologies, des droits à l'information et des médias. Et donc il fallait qu'on travaille ensemble sur ces questions mémoire et oubli, ce qui fait qu'on s'est réunis autour de ces notions. Et donc on va essayer de vous présenter un travail croisé entre nos expertises respectives, tout ça concentré autour de la notion de patrimoine. Alors patrimoine au sens large, Édouard va y revenir, mais c'est pour nous toutes les traces du passé conservées dans le présent pour le futur. Donc justement, il y a cette triple distinction temporelle très présente ici dans le champ de recherche, on pourra en parler. Et ce patrimoine, pour nous, comprenait tant du coup une spécificité qui est plutôt le patrimoine monument et les archives. Archives que Édouard a beaucoup travaillé, donc ce seront ces deux champs qu'on va analyser avec vous aujourd'hui. Et donc ce patrimoine, pour moi, il reprend, pour reprendre les distinctions d'Antoine, les questions de souvenir et d'héritage. Souvenir, puisque le patrimoine est un peu une trace du passé, forcément, mais qui en même temps devient héritage par un processus de patrimonialisation, où par le droit, on va reconnaître certaines traces du passé comme méritant une protection, et donc ayant un impact dans le présent et le futur. Ça, on va y revenir. La notion, et donc là vous voyez déjà aussi tout de suite l'importance du droit qui du coup va institutionnaliser par une série de procédures, comme Pierre-Olivier disait, le droit interviendrait en mettant en place des règles de procédure, des mécanismes de protection pour institutionnaliser une mémoire, des traces à conserver ou au contraire des traces à oublier. Et donc en ce sens-là, le droit participe à l'institutionnalisation, la construction d'une vérité, du passé à conserver. La mémoire, on l'entend ici surtout comme une mémoire vive, puisqu'elle justement, elle a un impact sur le présent, c'est perçu par la société actuelle comme quelque chose qu'on doit conserver pour le futur, même s'il y a une partie de mémoire inerte dans le domaine des archives plutôt numériques. Édouard, y reviendra. Et la question de l'oubli, elle, forcément, elle vient en miroir, en espèce d'interaction entre la mémoire. Vous verrez que si on va imposer la mémoire, et bien d'une autre part, indirectement, on va imposer l'oubli. Donc c'est ces trois aspects-là qui nous intéressent et sur lesquels on va revenir dans la présentation. Oui, toujours dans le cadre plus introductif, l'idée étant que le patrimoine et les processus juridiques qui permettent de patrimonialiser des traces va s'inscrire inévitablement dans une dimension temporelle. Ça, Marie-Sophie a déjà eu l'occasion de l'indiquer, de le dire. Il y a ce temps qui est important à la fois dans le bien immobilier qui doit être patrimonialisé, mais on va retrouver cette même idée de temps dans le cadre des archives, qu'on parle d'archives publiques, voire même d'archives privées, d'éditeurs de presse par exemple. On retrouve cette dimension de conservation de la mémoire, on l'a dit aussi, essentiellement une mémoire collective, même si dans le cadre de ce qu'on appelle communément le droit à l'oubli qu'on applique aux archives numériques, c'est davantage là une mémoire individuelle qu'on va toucher ou tenter de faire oublier. Là derrière, il y a évidemment un phénomène identitaire, à partir du moment où on crée l'idée d'une mémoire collective, on façonne une identité. Et donc le patrimoine, à travers ces processus juridiques qui permettent au patrimoine d'éclore, ce patrimoine vient quelque part normer la mémoire. Et donc voilà, ces dimensions-là, on va les retrouver, ces trois dimensions, on va les retrouver aussi dans le cadre de l'oubli. On considère que tout ce processus de patrimonialisation va permettre d'institutionnaliser de manière plus tacite l'oubli, ou de manière plus expresse l'oubli, quand l'oubli devient un droit que l'on peut revendiquer, notamment auprès de juridictions. Je le disais, dans ce cadre de cet oubli, on va on va toucher aux archives, entendues à nouveau comme ces traces matérielles, immatérielles, numériques aussi. On retrouve cette dimension temporelle, on retrouve aussi l'idée
de façonner la mémoire, le fait d'imposer l'oubli aboutit à ce qu'on crée une mémoire en obligeant à oublier certains éléments. Et donc il y a à la fois ce phénomène identitaire qui est tacitement présent, indirectement présent. Et donc l'idée, notre point de départ, c'est que ce patrimoine norme à la fois la mémoire, mais il vient aussi normer l'oubli. Ah oui, c'est toujours pour moi ça. Le schéma ici permet de mettre sur un slide un petit peu le processus qui a été le nôtre. Donc on est vraiment parti de cette notion commune de patrimoine avec un point commun qu'on retrouve dans les processus qui sont mis en place par le droit. C'est des processus de sélection. À un moment, il y a une autorité publique, privée, qui va sélectionner, qui va faire un tri pour départager ce qui doit faire partie de la mémoire et ce qui peut être oublié ou ce qui doit être oublié. Alors si on suit le cheminement de la mémoire, c'est souvent justifié par le devoir de mémoire. On a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. On évoque parfois un droit à la mémoire. Dans un arrêt assez récent de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a cette notion de droit à la mémoire qui est abordée dans les opinions concordantes et dissidentes, qui serait rattachée à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et donc à la liberté d'expression. On s'interrogeait sur le droit à la vérité avec Pierre Olivier. Eh bien ici, c'est ces notions de droit à la mémoire qui ne sont sans doute pas tout à fait identiques, qu'on retrouve notamment à travers l'instauration de lois mémorielles, on l'a rapidement évoqué, ou la réglementation relative à la protection du patrimoine, ce que Marie-Sophie va vous expliquer. Et dans le volet oubli, il y a tout ce débat autour du droit à l'oubli, cette imposition de l'oubli par le droit qu'on retrouve notamment indirectement dans la réglementation sur les archives publiques. On retrouve aussi dans toute la question du droit à l'oubli comme une composante qui découle de la notion de vie privée, qu'on retrouve aussi évidemment dans la réglementation données personnelles, le RGPD, on a là-dedans un droit à l'oubli, mais ça je ne l'évoquerai pas aujourd'hui, et qu'on retrouve aussi en droit pénal, et ça c'est Thibaut qui aura l'occasion, je pense, d'en parler dans sa propre contribution. Voilà, et une des questions sur lesquelles on s'est vraiment penché, c'est cette interaction entre mémoire et oubli, et le rôle du droit là-dedans. En fait, le rôle essentiel que le droit va participer à déterminer ce qui est du patrimoine et ce qui ne l'est pas. En réalité, quand on lit une série aussi de réflexions sociologiques, il n'y a pas vraiment une définition a priori de ce qu'est du patrimoine. Ontologiquement, ce qui est du patrimoine ou ce qui n'en est pas est patrimoine, ce qui est reconnu comme patrimoine. Ce qui est reconnu comme patrimoine par une procédure de sélection mise en place par toute une série de règles de procédure juridique où on reconnaît à certains acteurs à intervenir, on reconnaît souvent à l'autorité publique de décider ce qui sera finalement classé comme un monument, qui sera finalement classé comme une archive, etc. Et donc, en réalité, la question n'est pas spécialement de savoir ce qu'est le patrimoine, mais qui décide de ce qui est patrimoine. Et ça, pour moi, c'est aussi une des questions importantes à réfléchir ici de manière plus large sur la question mémoire et oubli. Qui décide finalement, au travers d'une série de règles juridiques, ce qui va faire partie de la mémoire collective ou ce qui, au contraire, ne va pas en faire partie. Alors, dans le patrimoine, ce n'est pas nécessairement noir ou blanc. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas protégé comme patrimoine que c'est nécessairement oublié. Mais en tous les cas, c'est moins visibilisé que si c'est protégé comme patrimoine. Et donc là, toutes ces règles de compétences, de procédures qui sont mises en place participent en réalité à ce qu'est le patrimoine au sens juridique, qui n'est pas nécessairement le patrimoine au sens social, au sens réel. Il se peut que pour certains groupes, souvent des minorités, par exemple la question du patrimoine colonial aussi est un bon exemple, on voit que certaines parties du patrimoine sont mises en avant, protégées juridiquement, alors que d'autres patrimoines qui font sens pour certaines communautés ne le sont pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a évidemment pas de patrimoine qui est présent en ce sens-là. Et donc on voit dans le champ du droit du patrimoine quand même un grand mouvement depuis 1 ou 2 décennies avec une montée en puissance de nouveaux acteurs qui demandent à être davantage inclus. Donc il y a le principe de la participation qui est de plus en plus important pour justement participer à décider ce qui est patrimoine et ne pas laisser ça entre les mains de l'autorité publique. Actuellement, en droit belge, en droit français, dans la plupart des droits, c'est une décision unilatérale de l'autorité publique de ce qui sera protégé comme patrimoine ou de ce qui ne le sera pas. Et donc là, il y a vraiment un bouger intéressant. Et c'est un petit peu ça qui nous a préoccupés aussi comme fil rouge, c'est ce hiatus, cette distinction
entre le patrimoine vu par le droit, et donc le rôle essentiel de droit comme construction du patrimoine, et le patrimoine réel. Et ce qui est aussi intéressant, et ça montre la relativité ou le caractère construit, c'est que la distance entre les deux a varié selon les époques. On voit par exemple qu'au début du 19e, début du 20e siècle, quand on pense patrimoine, eh bien on pense, j'imagine que vous reconnaissez tous, ici à votre gauche, c'est ici juste à côté, la cathédrale, merci, Saint-Michel-les-Gudules. Et puis au fur et à mesure des années, mais je vais très rapidement, surtout aux années 70-80, on va énormément étendre ce qu'on entend par patrimoine. On quitte cette vision un peu élitiste, prestigieuse de ce qu'est le patrimoine pour embrasser une vision beaucoup plus liée à des traces matérielles du passé. Et donc on commence à protéger des sites comme, ça c'est très récent, ça date d'il y a 2 ans, vous voyez le bâtiment en dessous, oui, la Royale Belge, effectivement, et à droite, vous voyez ce que c'est? L'abbaye. Non, pas une abbaye. C'est le bois du casier? Oui, c'est le bois du casier, patrimoine industriel. Et donc à chaque fois, on prend en compte d'autres intérêts pour protéger des sites qui ne sont pas nécessairement l'art, l'histoire, comme c'était le cas au début. Ici, il y a le critère de patrimoine industriel, technique. En dessous, c'est le patrimoine postmoderne. Et donc, voilà, cette extension est aussi une extension de la mémoire, évidemment, de ce qu'on veut conserver. Donc ça traduit aussi une vision de la société actuelle sur ce qu'elle voudrait conserver à travers des règles juridiques. Alors, je vais passer rapidement, mais en fait, il n'y a pas de définition du patrimoine en droit belge parce que la compétence est totalement éclatée, mais ça, je vous épargne. Il y a une définition qui est intéressante, mais je voudrais, parce que je vais y revenir plus tard, parce qu'elle elle énumère tous les intérêts qui vont justifier pourquoi on va protéger un élément. Et donc, ces intérêts se sont étendus au fur et à mesure des années. Et donc, on voit bien aussi que le droit, comme le dit d'ailleurs Marie Cornu, va chercher en renfort d'autres sciences humaines. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Le droit n'est pas seul dans la détermination de ce qui est patrimoine. Il va aller dire, voilà, un objet qui a un intérêt artistique, scientifique, paysager, urbanistique, et de cette manière-là, va obtenir une protection par le droit. Et en même temps, il y a des critères. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé, Édouard et moi, comme parallèle. Cette question de sélection par des critères. Et ici, il y a le critère que l'objet doit être rare, authentique, intègre ou avoir une certaine représentativité. Et donc, vous voyez bien ici, démarcation entre oubli et mémoire. Le droit vient comme curseur. Si c'est rare, ça mérite d'entrer dans la mémoire collective. Ça ne l'est pas. Ça ne doit pas nécessairement sombrer dans l'oubli, mais en tout cas, tacitement, on ne va pas vraiment le reconnaître. Et donc, il y a ces différents processus qu'on peut observer. On commence par ce qui est le patrimoine, en fait, dans la réalité, pour la société, et puis à travers un processus de patrimonialisation, qui est un processus de sélection, par des intérêts qui vont justifier la protection et par des critères de sélection, on arrive à un patrimoine protégé, c'est-à-dire le patrimoine au sens juridique pris en charge par le droit. Et dans ces intérêts, et j'ai encore 2 minutes, il y en a 2 qui, à mon avis, seraient intéressants pour nos réflexions ici, qui font un parallèle avec la présentation de Pierre-Olivier et Jochum aussi. C'est l'intérêt historique et l'intérêt de mémoire, puisque là, on voit vraiment qu'on va institutionnaliser la mémoire. À partir du moment où on va reconnaître un bien comme ayant un intérêt historique, eh bien, ça va matérialiser la mémoire derrière. Et donc, l'intérêt historique, selon, ici, c'est une citation du législateur wallon, c'est les associations qui peuvent être établies entre le bien patrimonial et un événement, un personnage ou une institution, un phénomène social, sur la capacité du lieu à évoquer un épisode du passé ou un mode de fonctionnement humain. Et donc là, vous voyez que c'est vraiment ce côté trace du passé qui est très fort présent. Et le législateur wallon est le seul en Belgique qui a aussi reconnu l'intérêt mémoriel, et j'aime bien la distinction entre les deux, c'est pour ça que je vous l'ai montré. À nouveau, c'est le législateur wallon qui le définit. C'est celui qui reconnaît le rôle dont est chargé un bien patrimonial de garder toujours présent, donc là on voit vraiment cette mémoire vive, et vivant, oui, un événement, un personnage ou encore un groupe humain dans la conscience des contemporains. Vous voyez que l'accent est un peu différent, on fait beaucoup plus le lien avec le présent et la mémoire vivante que l'intérêt historique. Et pour moi, cet intérêt mémoriel traduit vraiment de manière assez forte le devoir de mémoire. D'ailleurs, un des seuls sites qui a été classé sur la base de cet intérêt mémoriel est une église bombardée pendant la Première Guerre mondiale, pour ne jamais oublier ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je voulais encore vous parler d'un exemple où on va voir que cet intérêt d'histoire et de mémoire est le plus fort. Est-ce que quelqu'un reconnaît ce site? Je ne pense pas, mais... Ou alors ça vous fait penser un cimetière de quoi? Oui, oui.
Oui. Soldats de la Première Guerre mondiale. Oui, Première Guerre mondiale. Et donc ce site de la Première Guerre mondiale a été reconnu en septembre 2023 comme faisant partie du patrimoine mondial, en même temps que 4 sites du génocide rwandais et qu'un musée de torture de la période justement Pinochet en Argentine. Donc tous ces 3 sites ont été reconnus en même temps comme étant aussi du patrimoine. Donc c'est pas évident, enfin en soi il n'y a pas spécialement l'intérêt archéologique, esthétique lié à ces sites, mais il y a un intérêt mémoriel et historique évident. Et la question est alors plutôt, mais comment on fait pour reconnaître, c'était un peu ma question aussi à Pierre-Olivier, mais quels sont les récits derrière, qu'est-ce que racontent finalement ces cimetières et ces sites, et on voit bien alors tout le côté aussi construit du droit derrière ces mécanismes de reconnaissance. Et alors finalement pour ces critères de sélection, mais ça je vous en ai déjà parlé, je trouve qu'ils visibilisent bien cette mise en balance finalement entre la mémoire et l'oubli dans la protection des biens. Voilà. Si on passe du côté plutôt archives, d'abord un premier slide ici qui concerne davantage les archives publiques et donc la réglementation en matière d'archives. Là, il y a là aussi foison de réglementation parce que chaque entité politique a sa propre réglementation. Et on voit que dans la case de gauche, la notion de définition, la notion d'archive qui est définie par les textes, c'est un amas de documents, de textes, de sources, quel que soit leur support. Et puis qu'on va avoir ce processus de sélection qui va permettre de considérer que les archives sont des archives définitives et donc doivent être conservées. Donc, à nouveau, par ce processus de sélection, on peut considérer qu'il y a là un départage entre ce qui va réellement faire l'objet de la mémoire à travers la conservation et ce qui pourrait tomber dans l'oubli. Et on voit que c'est les critères qui sont pris en compte, c'est à nouveau la valeur patrimoniale, on rejoint l'idée de patrimoine, l'intérêt scientifique, historique, sociétal de ces documents, qui va permettre donc d'obliger à conserver définitivement des documents. Alors si on passe sur le slide suivant, là on tombe alors dans les archives qui sont des archives essentiellement numériques, davantage des archives privées. On parle pour la plupart des cas qui ont fait l'objet de décisions jurisprudentielles d'archives établies par des éditeurs de presse en ligne, Le Soir, La Libre, etc. Et on a là une manne d'informations absolument illimitée qui forment ces archives. Alors, on considère que ces archives sont essentielles, entrent pleinement dans la notion de liberté d'expression. Ça aussi, les décisions de justice le disent clairement. Le fait de constituer des archives, c'est user de sa liberté d'expression. Ça, c'est dit depuis 2009. La fonction accessoire de la presse, c'est la constitution d'archives. Dans des décisions beaucoup plus récentes, qui est un arrêt de grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'arrêt Urbain contre Belgique, ça concerne la Belgique, et une archive de La Libre. Le point de départ de tout le raisonnement en matière de droit à l'oubli, c'est l'intégrité des archives. Donc dès le départ, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit on a des archives, le point de départ c'est on n'y touche pas. En règle générale, on n'y touche pas. En règle générale veut donc dire qu'il y a quelques exceptions, et ces exceptions peuvent permettre alors de faire prévaloir un autre intérêt, qui est en fait l'intérêt à l'oubli, avoir une information, être oubliée. Donc là, on bascule un petit peu de perspective où on ne cherche pas à mémoriser, mais on cherche à répondre à une demande d'oublier une information. Et cette demande émane en fait d'une personne privée. Vous, moi, n'importe qui peut faire une telle demande. Alors à nouveau, ce processus d'oubli, et cette fois-ci on va imposer l'oubli. Quand on impose la mémoire, c'est pas pour autant qu'on impose l'oubli du reste. Ici on impose l'oubli d'une certaine information. L'imposition de cet oubli se fait à nouveau en s'appuyant sur une série de balises, sur une série de critères, et ces critères sont en fait assez similaires aux critères qu'on retrouve dans la patrimonialisation de biens immobiliers ou les critères qu'on retrouvait pour les archives publiques. Vous le voyez là sur le slide du milieu et sur le slide suivant où j'ai fait un tableau, un résumé de tous les critères qui ont d'ores et déjà été utilisés dans le cadre de litiges en matière de droit à l'oubli. Au niveau de la jurisprudence belge, un arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l'homme qui concerne la Belgique, un autre arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et dans la dernière colonne, l'arrêt de grande chambre qui est le dernier arrêt
en matière de droit à l'oubli. Et on retrouve la dimension temporelle dont on discutait tout à l'heure. Pour qu'il y ait oubli, cette dimension temporelle est essentielle. Plus le temps s'est écoulé, plus l'oubli est envisageable, l'oubli d'information. On va retrouver l'intérêt contemporain de l'information, et dans l'intérêt contemporain, en fait, c'est l'intérêt historique qui est analysé. La Cour fait un raisonnement un peu bizarre en disant il n'y a pas d'intérêt contemporain à des archives parce qu'elles ne sont plus liées à l'actualité. Alors, est-ce que l'intérêt contemporain, c'est d'office l'actualité? Je ne suis pas convaincu. Et s'il n'y a pas d'actualité, s'il n'y a pas d'intérêt contemporain, alors on va voir s'il y a un intérêt historique ou lié à la recherche statistique, notamment, et dans d'autres objectifs. Donc, il y a là une série de balises qui vont être utilisées pour permettre, in fine, d'accorder l'oubli. Alors, accorder l'oubli, ça veut dire quoi concrètement? Ce qui a été autorisé jusqu'à maintenant, ce n'est pas la suppression totale et entière d'un article entier, c'est un oubli plus chirurgical. On vient anonymiser, donc supprimer le nom, le prénom, l'identité d'une personne, tout en maintenant le reste de l'article tout à fait disponible. Et il y a là sans doute pour les juridictions l'idée de proportionnalité et de s'assurer que on ne limite pas trop la liberté d'expression, la liberté de recherche scientifique, historique, etc. Ce qui est aussi dit dans cette jurisprudence du 4 juillet 2023, c'est intéressant, c'est qu'on ne touche que ce qu'on appelle l'archive fille. En fait, la Cour européenne des droits de l'homme fait une distinction entre trois types d'archives. L'archive support papier, on n'y touche pas, c'est chez l'éditeur de presse, pour autant qu'il y en ait une, ce n'est pas toujours le cas. L'archive mère, l'archive numérique mère, on n'y touche pas non plus, et l'archive numérique fille. On ne touche qu'à l'archive numérique fille. On veut dire par là que s'il y a une volonté toujours de rechercher l'article complet, sans anonymisation, c'est toujours possible. Mais c'est possible moyennant une certaine démarche, comme le ferait un historien ou quelqu'un qui fait de la recherche. On touche ici au fait qu'une information reste en permanence en ligne. C'est l'idée de la mémoire inerte, l'information est là en l'état. Ça, c'est attentatoire au droit à l'oubli, et l'application de ces critères permet alors d'accepter ou d'admettre cet oubli à travers cette anonymisation. Mais donc le processus, même si le point de départ est différent puisque c'est une revendication de l'oubli, le processus finalement est relativement similaire avec ce que Marie-Sophie a exposé pour la patrimonialisation de sites ou de bâtiments, et un processus relativement similaire aussi avec ce passage entre archives et archives définitives permettant la conservation et la patrimonialisation effectivement d'informations. Voilà, je vous remercie.